allons-y. Alors, je voudrais que tu nous parles un petit peu de mon grand-père. Oui. Donc, pour commencer, donc c'est-à-dire à quel moment de la guerre il s'est engagé, lui, ses raisons, où est-ce qu'il est parti, ses moments importants, et puis le poste qu'il occupait. Donc, il s'est engagé, il avait 20 ans. À la suite il devait partir pour le STO et il a pris une autre direction, tout tranquillement, comme beaucoup de jeunes à l'époque. Il s'est engagé donc à Langon et c'était avec le bataillon de Guyenne. Oui. Par contre, je ne me souviens plus du... Il en parlait de son... L'armée de Lattre. Oui, mais après ça a été rattaché ensuite à de l'Inde de Tassigny, mais après. Donc il s'est engagé là. Et alors son commandant, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, mais il était connu. Je ne m'en souviens plus, tu vois. Et donc, c'est tout, hein. Il a pris, il est parti là pour aller se battre, enfin, pour lui. Et donc il a traversé, moi ce qui m'intéressait c'était de savoir les... Il était incorporé à Langon et incorporé sur Bordeaux après, oui. Et ensuite il était Dans les, comment ça a été, dans les... Ceux qui ont une encre, comment ça s'appelle? Fusilier marin. Non. Pas les flûtes alors. L'infanterie marine. Les tirailleurs. C'est l'armée d'Afrique. L'armée d'Afrique, les tirailleurs sénégalais. À l'époque, c'était comme ça. Voilà. Et donc il est allé jusqu'où? Alors donc il a commencé d'abord par se battre. Ça a commencé de suite sur la campagne d'Alsace. Et ça s'est arrêté pour lui à la campagne d'Alsace en janvier 1945, à la suite de sa blessure. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a reçu un bazooka avec son camarade qui portait le fusil mitrailleur. Et son copain, le pauvre, est parti dans la nature en petits morceaux et lui a été blessé au bras, très grièvement, parce qu'il est resté quand même 2 ans et demi à l'hôpital. Avec un éclat de... Oui, avec des éclats multiples qui lui avaient fracassé le bras. Il a été soigné à l'hôpital américain à Besançon, je crois. C'est ça, hein? Je crois que c'est Besançon. Et là, c'est vraiment, là, il disait toujours que c'était eux, quand même, qui lui avaient sauvé son bras. Parce que si ça avait été à l'hôpital, les Français, certainement qu'on lui aurait coupé le bras. Donc c'était une blessure très grave quand même. Il avait eu, je me souviens qu'il disait toujours qu'il avait eu très froid au cours de sa campagne d'Alsace. Il avait eu les pieds gelés, oui. C'était donc considéré ça aussi comme blessure, à quelque chose près. Et puis ensuite, il racontait un petit peu ce qu'il disait, ce qu'il faisait, mais enfin, c'était pas quelqu'un qui se livrait beaucoup à ce sujet. Papy, il en a parlé beaucoup plus après, plus tard. Et voilà, qu'est-ce qu'il disait? C'était, je pense qu'il était d'abord sur son rapport sur sa citation de croix de guerre et de médaille militaire, c'était marqué « Soldat calme et courageux ». D'abord, je l'ai toujours là. Oui, alors qu'il n'était pas du tout calme. Voilà. D'accord, très bien. Du coup, tu nous as parlé déjà de l'impact qu'il avait un peu sur l'impact de la guerre quand tu l'as rencontré. Il était soigné uniquement à Besançon ou après L'hôpital, ah non, après il a été transféré. Oui, là, à Besançon, tant qu'il était à l'hôpital américain, ensuite il a été transféré à l'arrière, puisqu'il était à Narbonne. À Narbonne, oui. Et à Carcassonne. Narbonne et Carcassonne, pendant 2 ans à l'hôpital. Ça, c'était après avec les Français, avec l'hôpital français. D'accord. Je voulais que tu nous parles donc, plus donc là, surtout toi, donc du début de la guerre, c'est-à-dire quel âge tu avais à ce moment-là? Alors, la déclaration de la guerre, c'était en 39 ou 40? 40. Oui, 40. Au mois d'août ou au mois de tout septembre, je ne me souviens plus exactement. Oui.
Oui. Non, c'était en fin d'année, comme ça, oui, août ou septembre. je me rappelle 39 alors. plus. En 39, Non, alors, 39. 39. C'est ça, en 39. Et j'étais en vacances chez ma grand-mère à Bordeaux, chez Mémé Catherine. Alors là, mais je ne me rendais pas compte, ma grand-mère non plus, parce que d'abord, elle n'avait pas de radio. Alors donc, on l'avait su, pas comme ça, par les gens qui parlaient, oh, la guerre va être, on va voir la guerre, ça va se déclarer, quoi. Voilà, et c'est tout. Quel âge tu avais donc 9 ans, alors, en 9 ans 39. au début donc. Ouais. Et donc, quel souvenir tu avais toi de cette période de début Alors de... après, je suis rentrée, mon père est venu me rechercher, je suis repartie à Paris. Voilà. Où tu vivais dans quel Donc, quartier oui, Pantin, donc c'était la Pantin. banlieue proche de Paris, D'accord. banlieue ouvrière. Et mes parents tenaient une boulangerie à cette époque, parce que mon père était meilleur ouvrier de France. C'est vrai, Pourquoi ça fait rire? ça me fait rire. Parce que maintenant, je me verrais avec un truc bleu, blanc, rouge autour du cou, ça me ferait rire. C'était pas le genre. Bon, parenthèse. Oui, oui. Alors, bon, ensuite, j'ai commencé ma scolarité à 10 ans, enfin, à Paris. Et je suis allée, c'est l'année où je suis rentrée au lycée, d'ailleurs. Le lycée qui faisait collège à l'époque, c'était comme ça, on rentrait au lycée. C'était rue des Martyrs, et c'était le lycée Edgar Quinet. J'y suis passée l'autre jour devant, j'étais contente. C'est quelle arrondissement ça? Dans le 9e, je descendais au métro Pigalle ou Anvers. D'accord. Voilà. Alors là, j'étais toute petite, mais je prenais le métro tous les jours, le matin et le soir. Et puis il y avait des alertes. Voilà, ça commençait déjà. Ça a commencé en fait en 41 à avoir des alertes. L'alerte avec des bombardements, bien sûr, les premiers. Tu nous en parleras un petit peu, Pourtant, il y a peu eu plus tard. l'armistice quand même. On est 40 donc. 40, mais ça n'a pas duré. Oui, oui c'était en 41. Ça a dû commencer à partir de 41, les bombardements. Oui, oui. Dès que les Anglais se sont réorganisés. Donc, toi, quels sont les échos que tu avais Oui, parce que tu dis les Américains, mais les Américains sont arrivés beaucoup plus tard. Quand ils ont déclaré la guerre à l'Allemagne, c'était 42 ou 43. Alors, ils ne bombardaient pas encore, c'était d'abord les Anglais qui nous bombardaient. Tu nous en parleras après, ça. Alors, je reviens quand même à l'épisode de 39-40, parce que j'avais un petit cousin qui faisait la guerre, qui avait été appelé, il s'appelait Pierre Paris, et il était à Dunkerque. À Dunkerque, il était prêt pour partir, il était allé, il avait réussi à ne pas être bombardé sur le bateau, il était arrivé à Southampton. Et là, après... C'est l'épisode mai 40, mai 40. C'est au bonbon, oui, c'est en 40 ça. Oui, oui, c'est la... Comment ça s'appelait la débâcle. C'est la débâcle. Oui, oui. Oui. Et donc lui, il a traversé. Il a réussi, lui, alors que tant d'autres, les pauvres, sont partis au fond. Entre autres, le bateau de mon père, le Jaguar, le bateau amiral. Il est resté au fond. Sur lequel il avait fait son service militaire. Son service militaire. Oui, sur le Jaguar. Je fais plein de parenthèses. Non, mais c'est le but. Donc, très bien. Oui, c'est le but de parler Ah oui, non, il faut de que cette période. Ouais. Tu vois, si tu as des trucs comme ça. C'est vrai, je ne m'en souvenais plus Sur la période de mai Pierre. 40, justement. De Pierre Paris, le pauvre, je ne me rappelais plus, parce qu'après, il est revenu bien plus tard, après, il avait fait... Voilà, si évidemment, si tu as des parenthèses comme ça, tu n'hésites pas à les faire, c'est le plus Sur intéressant. cette période-là, de mai-juin 40. Oui, mais tu Avant sais, que- j'étais avant que la gamine, France hein, soit- j'avais que 10 ans quand même. Parce que là, voilà, c'est vraiment juste avant Mais je me rappelle de ça parce qu'il nous l'avait raconté après quand il était rentré. On est juste avant Il était l'occupation. parti à Soussan. Oui, c'était juste avant. Oui. Avant que la France signe... Ah ben ça a été vite fait. Hein. un an. Après, Même pas, moins d'un ils an, sont vite finalement. arrivés. Hein. Moins d'un an, en fait. En août 40. En août, c'était fini. Juin. En Quelques juin. mois, donc. Juin.
Mois de juin, l'appel du mois de juin de Gaulle. D'accord. Donc donc, quels étaient les échos, pour parler un peu encore de cette période, les échos que tu avais donc toi sur le début du conflit à travers voilà, tout ce qui pouvait se faire à l'époque, c'est-à-dire médias, donc radio, La radio, oui. école, entourage. L'école, on n'en parlait l'école, pas. on parlait pas À trop. l'école, non, l'école. Si on disait que c'était quand même l'ennemi, c'est quand même l'allemand, c'était toujours, oui, quand même les maîtresses le disaient. L'ennemi, c'est l'allemand, mais après, elles Parce qu'il y se avait que sont des profs, c'était des, professeurs femmes, c'est ça. oui, on avait que des femmes, hein. Il n'y avait pas d'hommes, les hommes, ils étaient ailleurs. Et puis c'était un lycée de filles. Donc on avait que des femmes. Hein. Ah oui. D'accord. Et donc à travers les médias. Alors à l'époque, ben, il y a d'abord eu l'époque Pétain. Quand Pétain a parlé, tout le monde pensait que c'était le sauveur de la France, au départ. Mais après, tout le monde... Hein, ça s'est avéré être... et il y en a beaucoup qui se sont rendus compte que c'était pas ça quand même, parce que lui, c'était pour la collaboration. Bien sûr. Et oui. Et voilà, et à travers ton entourage, quelques échos aussi de... Mon entourage, ben, mes parents, ils n'étaient pas d'accord avec Pétain, ils n'ont jamais été d'accord avec tout le monde, personne, de toute façon. Et puis ton regard d'enfant, toi, En fait, ce que tu peux en j'étais dire. petite pour juger. À 10 ans, tu sais, qu'est-ce que tu veux que moi... Mes parents auraient été collaborateurs, ils auraient dit, c'est très bien, on est pour Pétain, ils T'aurais vivent. été pour Pétain. J'aurais été... Oui, ah, mais absolument, ça bien vient de sûr. là aussi, hein. C'est tout. Bon, très bien. Déjà pas mal de trucs. L'occupation, un petit peu, on va en parler, ça va être la période. L'occupation, la plus oui, longue. il y en a. Il y a pas mal de choses à dire. Peut-être pour commencer, tout ce qui était dans les changements, les nouvelles contraintes de la vie quotidienne. Les contraintes, oui. Ah ben oui. Il y avait déjà des coupures de courant, d'électricité, quoi. De chauffage, on n'avait plus du tout de chauffage dans les maisons. Plus du tout de chauffage. Quand j'allais en classe, on était avec les bonnets, les écharpes et les gants et le manteau en classe. Et on écrivait avec les gants. Pas de chauffage. Et puis en plus, les hivers de guerre, c'est terrible. Il fait toujours plus froid que les autres hivers. C'est vrai, mais c'est vrai. On le dit toujours, mais c'est vrai. Hein? Il faisait froid, on n'avait pas à manger. Il y avait des tickets d'alimentation. Moi, à l'époque, j'étais dans la catégorie E, c'est-à-dire enfant. Après, donc pour le rationnement, tu peux nous en parler un petit peu rationnement, en détail, ça fonctionnait comment exactement? Alors, on avait droit à des tickets par jour, je crois bien que c'était 300 grammes de pain par jour pour les hommes. Et pour les femmes, moins? Oui, pour les hommes. Après, c'était les adultes. Adultes, là, ça réduisait. Et puis, ça tombait à 100 grammes par jour. C'est rien, ça repasse par jour, c'est pas grand-chose. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas de beurre, il n'y avait pas d'huile, pas d'œufs, pas de fromage. Il n'y avait rien, pas de légumes. Tout partait en Allemagne. Pour les Allemands. Donc, c'était la... Il y avait un peu de pain. Et nous, on avait de la chance d'être boulanger malgré tout. Mais on avait donc du pain, et puis voilà, c'est tout. J'imagine qu'à la boulangerie, vous faisiez beaucoup ramasser une grosse partie de ce qui était fabriqué par les Allemands. Enfin, vous fabriquiez du pain, oui, une grosse partie était réquisitionnée. Ah non. J'imagine, non? Alors là, non. Les Allemands, ils avaient leur cantine, ils étaient bien approvisionnés. Mais quand il leur arrivait, quand ils avaient envie de manger du pain, ils rentraient dans la boulangerie. Et ma mère leur disait « Nix papier, nix brut ». C'est-à-dire pas de ticket, pas de pain. Ils n'insestaient pas au début, hein. Ils partaient. Ils n'insestaient pas, ils pensaient pouvoir avoir du pain comme ça. Alors, non, non. Alors, le pain, même pour les Allemands, c'était avec le ticket de rationnement. Ah, logiquement, ils devaient en avoir.
Ils n'avaient pas à aller chez la population pour en prendre ailleurs. Voilà. D'accord. Ah oui, quelque chose dont je me souviens, c'est quand ils sont arrivés, les Allemands, au début de l'occupation, c'était l'été, donc avec des fruits, les tomates et tout ça, les pêches. Ils mangeaient les légumes comme ça, les tomates, je me rappelle, les tomates comme un fruit, comme une pêche, tu sais, comme ça. Mais comme c'était goulu, quoi, ils n'en avaient pas chez eux. Goulument, comme ça, ils se précipitaient sur ce genre de choses. Puis après, après, ils en ont eu. Voilà. D'accord. Et donc, pour parler un peu dans ce sens, le marché noir, est-ce que tu en avais... Un marché noir... dire est-ce que toi, tu as eu recours on y a eu recours, oui. Ah, Dans notre immeuble, on avait une petite jeune femme, mais après, ça devait être... Il y avait un moment déjà qu'on était occupé, il y avait bien un an et demi, il fallait quand même qu'on s'organise. On dit toujours que les Français, c'est le système D, mais ça fonctionne. Elle partait tous les samedis, pas très loin, à Montargis, ça faisait pas loin. Elle prenait une grande valise et elle faisait sa petite... Elle disait, je vais aller à Montargis, vous avez besoin de quelque chose, tu parles. Oui. Alors c'était du lapin et des carottes. Alors on avait ça, un lapin et des carottes, et dans l'immeuble, elle portait pour 5 ou 6 personnes, quand on pouvait, ça. Donc elle faisait du marché noir, bien sûr, elle ne le faisait pas pour rien certainement, mais en même temps, elle prenait quand même des risques. Parce qu'après, elle avait été arrêtée à la fin, une fois, elle avait été arrêtée à la gare, avec des valises. Et ça, c'était la milice qui arrêtait en plus. C'était pas les Allemands, c'était la milice, les Français. Et bon, ben, à tel point qu'on avait un vieux monsieur qui habitait dans l'immeuble, il avait dit à la fin de la guerre, il faudra élever un monument au lapin et à la carotte. Ça nous avait permis de tenir le coup pendant quelques temps. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est devenue, oui Hein? Parce qu'elle a été arrêtée. Non, il lui avait confisqué ça. Oui, autrement, il y en a qui étaient arrêtés, hein, qui étaient déportés même avec ça. À cause de ça. Oui, oui. Oui. Oh, ça rigolait pas. Hein. Elle avait eu de la veine. Mais après, elle l'avait plus. Elle avait arrêté après. Voilà. Très bien. Donc on est dans... Ah oui, puis on avait un pote. Mon père avait un pote à Bobigny. C'était à côté de chez nous. Il était maraîcher. Donc il vendait quand il avait des légumes. Ça aussi, on a eu. C'est après, quoi. Là, on avait quelques légumes, des choux et des pommes de terre. Autrement, on n'en avait pas. Alors, on a eu ça un petit peu, en supplément. Voilà. D'accord. Donc on parlait un peu de la vie quotidienne, donc des contraintes ou des changements qu'il y avait eu suite à l'occupation. Alors donc, les contraintes. Le bombardement aussi, j'aimerais que les bombardements, mais les contraintes aussi, parce que dans le métro, dans le métro, ils avaient supprimé des stations d'ouverture, les Allemands. Il y avait à peu près une station sur 3 qui était fermée. C'était soi-disant pour faire des économies, c'était pas du tout pour faire des économies de courant, c'était pour nous emmerder. Donc, on était obligé de marcher davantage. Voilà. Et oui. Ça faisait plus loin les stations de métro. Quand il y en a une sur 3, ça fait beaucoup quand même. Hein. Pour aller à l'école. Oui, ben oui. Et oui, pour aller à l'école. C'est pour ça que je m'en souviens maintenant en parlant. Tu sais, c'est loin. Hein. Donc oui, tu peux nous parler un peu des bombardements? Les bombardements, ils ont commencé vers 1941, puis après c'est allé en s'intensifiant. Ça a bien commencé à partir de 1942, là c'était pratiquement toutes les nuits. Toutes les nuits. Et en 1943, ils ont bombardé. Alors là, il y avait déjà les Américains là, qui bombardaient. Donc l'Amérique avait commencé à déclarer la guerre parce qu'au départ, Roosevelt ne voulait pas la guerre. Il ne voulait pas, il était contre. Donc, quand on a eu l'apport des appareils américains, ça a bombardé tout le temps, même dans la journée aussi.
Et là, ils nous avaient bombardé donc à Noisy-le-Sec, c'était la gare de triage qui était à côté de chez nous. Et là, il y avait un très gros bombardement. Mon père m'avait dit, allez, ce soir, il faut que tu descendes là, parce que la cave était considérée comme abri dans l'immeuble. Alors, Pour le quartier. pour l'immeuble, simplement. Pour l'immeuble, oui. Si l'immeuble était tombé par-dessus la cave, on était foutus quand même, mais enfin bon. Il a dit là, il faut descendre parce que, et c'est vrai, il y avait plein de petits machins, puis il y avait des tortillons en aluminium qu'ils envoyaient, tu sais, pour brouiller les Américains. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, je ramassais ça, moi, puis les éclats de la DCA aussi. Je ramassais tout ça. Vous voyez les radars. Oui. Et puis il y avait la DCA, tout ça. Là, il dit là, il faut que ça descende parce que c'est en plus, les deux gares sont voisines entre Pantin et Noisy-le-Sec. Et on était éclairés, là, comme en plein jour. Hein. Alors, je me rappelle, ma mère qui ne voulait jamais descendre non plus à la cave, quand elle a senti quand même, quand il fallait descendre, à mesure qu'elle attrapait la porte pour ouvrir, ça se refermait par les déflagrations, elle ne pouvait plus ouvrir sa porte. Et puis moi, j'étais naïve, et comme une gamine de 12 ou 13 ans, je m'étais préparé une petite valise, avec du sparadrap, une bonne velpo, de l'eau oxygénée, des trucs de môme. Je descendais avec ma petite valise. C'était psychologique. Il me semblait que j'allais sauver tout le monde avec ma petite valise. Ah mon Dieu. C'était quand même assez violent alors. Plutôt, C'était violent. Et alors, quand c'était en pleine journée, à l'école, il n'y avait pas d'abri à l'école, au lycée. Il fallait aller un peu plus loin, un autre immeuble qui était considéré comme abri, ou la station de métro, mais c'était assez loin quand même. Le temps d'y aller, ça demande quelque temps, malgré tout. Donc, on allait dans un immeuble à côté, un peu plus loin, et là, pendant les bombardements, et des filles qui chantaient pour essayer de ne pas penser à autre chose, pour pas quand même avoir trop peur. Mais après, on s'habitue, parce que le métro était coupé, et aussitôt que c'était fini, on pouvait rentrer chez nous en classe. Par contre, on pouvait rentrer. Et le métro était toujours coupé. Moi, j'entrais à pied, depuis Pigalle jusqu'à là-bas. C'était à l'époque, ah oui, on était là-bas à Paris, et là au Butte-Chaumont, ça faisait une trotte. Hein. Bon, d'accord. Et j'avais pas peur, c'est curieux. Après, on s'habitue drôlement. Hein. J'avais peur étant petite au départ, mais après on s'habitue. Ouais, Il me semblait fréquent. Comment? C'était tellement fréquent. Oui, et puis quand même, je disais, je les entendrais tomber, les bombes. Il me semble que j'aurais le temps d'aller ailleurs. On les entendait, c'est vrai, remarque. Hein. Il y a eu des pertes civiles. Ah oui, Tu t'en souviens? énormément. Là, quand à Noisy-le-Sec, il y avait eu plus de 500 morts à Noisy-le-Sec. Ouais. Et à tel point qu'ils n'avaient pas pu les enterrer sur Noisy. Les obsèques avaient eu lieu à Pantin. On les a vus tous passer là. Ouais. Oui, non. Et puis il y avait eu énormément de bombes à retardement. C'est-à-dire qu'au moment où ils déblayaient, ça explosait. Ouais. Les bombes qui n'avaient pas explosé. Ouais. Et là, les Allemands, ils nous faisaient mettre les prisonniers français pour dégager. C'est là qu'ils faisaient. On voit tout de suite le raffinement. Bon, d'accord. Donc, je pense qu'on peut passer à la suite. Je passe par un petit peu des conséquences de l'armée d'occupation, c'est-à-dire la déportation et le STO. Les déportations, STO, Sur des le proches, STO, ou oui. des amis ou des personnes que tu connais. Ben, on a eu mon oncle, le mari de ma tante Madeleine. T'en souviens de tata Madeleine? Il avait été déporté, il était en forteresse, le pauvre, dans la banlieue de Berlin. C'était la forteresse de...
Je me souviens peu, le pauvre. Enfin, bon. Il est parti le jour du débarquement. Il est parti en train parce qu'il avait été malade. Il était incarcéré au Fort du à Bordeaux. Il avait un flegmon. Et là, son flegmon s'est percé dans la nuit. Total, et ils l'ont embarqué comme quelqu'un qui était valide. Et il est parti en forteresse le jour du débarquement. Il était prisonnier pourquoi? Quelle raison? Politique. Paraît-il politique, mais enfin bon, il faisait pas. Non, non. Il racontait toujours qu'il avait été reconnu, il était chef de docker à Bordeaux. Et il travaillait dans une compagnie anglaise, la London, je ne sais plus quoi, mais enfin c'était une compagnie anglaise. Et un jour, pendant l'occupation, il voit arriver un type qu'il connaissait, mais il était habillé en officier allemand. Il dit « Bonjour François ». Il l'avait reconnu, c'était un Allemand qui travaillait un petit peu avant, c'était la 5e colonne, il était infiltré en France. Dans les entreprises, il y en avait partout, quoi. L'espionnage. L'espionnage, oui, ça s'appelait la 5e colonne. Eh oui. Et donc déporté politique. Politique, parce qu'au départ, il était comme nous, il avait ses idées comme nous. C'était pas bien vu toujours. Et donc, on pensait qu'ils étaient communistes aussi bien. Voilà. Donc il est parti en tant que politique. Mais il a été dénoncé. Non, non, mais il a été dénoncé par cet Allemand-là. D'accord. Certainement, oui. Ben oui. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Il est mort là-bas. Il est mort, le pauvre. À la Libération, on avait reçu un télégramme Picapé à François, libéré vivant. Mais comme il était déjà parti en mauvais état, et 48 heures après, on a reçu un autre télégramme en disant qu'il était mort. À la Libération? Oui, ah oui, à la libération de la forteresse. Entre-temps, il n'y a eu aucune nouvelle? Ah non, aucune nouvelle. Non. Ah oui, pas de courrier, rien du tout. Non, non, rien. Et non. Et bon, d'accord, la déportation. Et le STO, un peu de... STO, papy, je vous en ai parlé rapidement, mais après moi je connaissais, j'étais gamine, hein, j'aurais pu avoir des copains, mais à l'époque, non, j'avais 14 ans, tu sais, avec mon père ça rigolait pas, les copains. D'accord. Bon, les conditions de vie un petit peu, Alors, en général... Tu voulais que je parle sur les juifs aussi, tu m'avais dit. Pas encore. Pas encore. Non, Bon. non, on y viendra plus tard. D'accord. Juste les conditions de vie pour les Parisiens. Eh bien, les Parisiens... Alors, les conditions de vie pour les Parisiens, c'était rigolo parce que l'autre jour, j'ai vu un reportage. Ils remettent les petits vélos-taxis à l'honneur. Et il n'y avait que ça. Il y en avait pendant l'occupation. Je me rappelle, mes parents, ils étaient sortis un soir, ils avaient pris un vélo-taxi. Tous les deux là-dedans, il n'y avait pas beaucoup qui pédalaient. Mais c'était comme ça. Sinon, ouais. Et puis, c'était surtout les conditions d'alimentation. Qui étaient les plus difficiles. Les difficiles. Et le chauffage l'hiver. Le chauffage, il faisait froid, hein, tu sais. Alors, pas de lumière, pas de quoi se chauffer, les coupeurs de courant très souvent dans la journée, en cours de la journée, du gaz, coupeurs de gaz aussi, le gaz de ville, hein, coupure de gaz. Ah oui, le peuple français, il fallait qu'il paye. Hein. Il fallait qu'ils payent parce qu'ils avaient gagné en 14. Donc la vision, on va enchaîner sur un truc plutôt, la vision que vous aviez à l'époque de l'occupant allemand. Qu'est-ce qu'on pensait de ces... C'était pas une vision positive. Hein. Certainement. Ben non, pas du tout. Qu'est-ce que tu veux qu'on pense? On sentait vraiment qu'ils nous oppressaient quand même. Voilà. Ils nous prenaient tout. Ils prenaient tout. Et donc, vos attentes, vos espoirs... il tardait que ça soit fini. Très logiquement. Oui, on écoutait un peu Radio Londres de temps en temps. Oui.
Mais enfin, ce que je voulais. Il nous chantait Radio Paris, mon Radio Paris, mon Radio Paris est allemand. Ça, c'était Jean-Hérold de Paquis. Aïe, aïe, aïe. Une belle figure de la collaboration. Et donc, vous espériez. L'espoir était là quand même ou est-ce que... Ah ben on espérait toujours quand même que ça allait se terminer, oui, c'est Oui, certain. ça Ah ben d'accord, oui. mais est-ce que vous y croyez ou... Mais il y a des moments, c'était dur d'y croire. Des... On avait des moments de doute. Quand on recevait les bombes sur la figure, là, oui, on doutait par moments quand même, c'était long à venir. Tu sais, quand on le reçoit tous les jours, c'est un peu long. Et vous en saviez quelque chose, enfin, vous étiez toujours tenu au courant de l'avancée des conflits et de l'évolution? Ah ben on était au courant parce qu'on écoutait les radios anglaises. Autrement, quand on regardait quand on allait au cinéma, c'était le journal à la gloire du Troisième Reich. C'était tout, ils étaient toujours en avance partout. Sauf quand ils ont commencé à prendre la trempe en Russie. Ça leur plaisait, ça allait mal là. Oui, oui, pourtant c'est ça. Après, oui, voilà, la propagande aussi était La propagande, présente. absolument, pour les Français. elle a été présente, oui, présente partout. Oui, là, au niveau justement du journal qu'on avait, c'était le journal de la semaine, tu sais, les actualités, comme il disait. Avant le film, il te donnait des actualités, et c'était toujours à la gloire du Troisième Reich. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Seulement, quand ils ont commencé à prendre la piquette, là, ça Il y allait. avait souvent au cinéma? À peu près une fois par semaine, quand même. Oui. On avait un cinéma à côté. On n'avait pas loin. Oui. J'imagine qu'au niveau il devait y avoir énormément de censure, non? Au niveau des films. Ah ben, il y avait des films allemands. On avait des films allemands. Que allemands. Quelques films français, mais je me souviens Mais plus. ça avait dû être passé quand même. Il y avait des films. Ah, si, il y avait un joli film qu'on était allé voir. On avait fait la queue longtemps, là. C'était à l'Olympia. Il était cinéma à l'époque. C'était. Comment ça? Les Visiteurs du soir. Les Visiteurs du soir. Et un autre aussi, Les Enfants du paradis. Voilà, on les avait été le voir à l'Olympia, parce qu'à l'époque, c'était des films. Comment? Mais si j'avais su, j'aurais pas venu. C'est ça, Les Enfants du paradis, si je ne me trompe pas. Si je. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Ah non, c'est pas ça. Je confonds avec Ça, autre c'est chose. La guerre des boutons. Ah oui, tout à fait. Ah, je confonds. C'est pas pareil, non. Non, ça n'a rien à voir. Non. Et donc, vous étiez un peu au courant de certaines censures. Ben, la censure, au on le cinéma, voyait bien. parce que On le voyait bien, la voir censure. n'importe quoi. On se doutait bien. Ah ben non. C'est là. Et voilà, non. Pas trop de liberté d'expression. Il n'y en avait pas du Vous tout. arrivez quand même à sortir un peu au Oui, cinéma? oui, quand il n'y avait pas de coupure, puis des fois il y avait la coupure au milieu du film. Ouais. Mais ça arrivait, voilà. Théâtre aussi? Celle-là aussi. On allait au théâtre. Ah oui, Musical. on sortait quand même, oui, au musical, oui. Mais mon père, il avait beaucoup de copains. Hein, alors il avait on allait souvent à un petit musical qui s'appelait l'ABC. L'ABC, c'était sur les grands boulevards, c'était à côté du Rex, sur les grands boulevards. Là, j'ai vu tout le monde, là. J'ai vu Edith Piaf, Charles Trenet. Pendant la guerre? Oui, oui, oui. Au théâtre, j'ai vu plein de monde aussi. Rému. Fernandel, je l'avais vu dans. Et puis un grand acteur aussi, Louis Jouvet, dans Topaz. Et dans le Docteur Knock. Ouais. Il jouait bien, c'était. Voilà. Pas que des mauvais souvenirs donc. Ah non, heureusement, mais il fallait quand même, il fallait avoir le moral quand même, hein, aussi. Si on ne sortait pas, on était fous là, hein, parce qu'entre les bombardements et le reste. Hein. Bon, d'accord, très bien. On va parler un peu de l'engagement personnel des connaissances. Alors les connaissances, ça peut être très large, hein, c'est Ben non, ah ben oui, ce dont on parlait, voilà, oui. C'est-à-dire ça peut être des professeurs, des amis, ou des les proches, des professeurs, parents. on ne connaissait pas, nous, les professeurs, mais il y en avait eu peut-être, mais elles ne se livraient pas, les professeurs. Hein. J'avais une camarade de classe, c'est ça que tu voulais savoir, c'est à propos de ce sujet-là. Elle était juive certainement, parce qu'elle s'appelait Mathilde Arditi.
Et un jour... Tu nous en parleras peut-être après quand on parlera des Juifs. D'accord. Juste, là, c'est plus sur l'aspect résistance et Oui, mais résistance. collaboration, les actes de résistance dont tu as pu être témoin. Comment? Ah, un petit pépère dans le quartier tous les matins, c'est vrai, je me rappelle le port. Tous les matins, à 6 h du matin, dès la levée du couvre-feu, parce qu'il y avait le couvre-feu, à 6 h du matin, il passait dans les rues et il chantait la Marseillaise. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le père Jacobi, c'était un Corse. Tous les jours, tous les matins à 6 h, il chantait dans les rues, dans son quartier, à Pantin, là, il passait comme ça. La Marseillaise, tous les jours. Il faisait sa petite résistance, à sa façon. Eh oui, c'est des petites choses infimes, mais ça compte. T'en as d'autres Je me rappelle de lui parce que ça m'aide. Il y en avait peut-être d'autres que j'ai pas vu. Des jeunes enfants qui prenaient non. les armes, tu disais pour, tu sais, Des actes plus, peut-être plus... Ah, des enfants, enfin des jeunes. Des jeunes, oui, c'était pas des enfants, hein, c'était quand même, ils avaient 18, oui, ils avaient quand même une idéologie très forte malgré tout, hein, pour défendre leur pays, c'est vrai. Ça pour attaquer les Allemands, c'est ça que tu veux dire? Oui, ça existait, oui. Ils passaient en vélo, ils avaient des armes, tac, et ils tiraient sur les Allemands. Ils arrivaient à se procurer des armes. Ils devaient les avoir par les maquis ou comme ça quand même, je pense. Hein. C'était souvent des revolvers, donc ça se cachait facilement. Si ça avait été un fusil, ils ne pouvaient pas. Parce que tous les fusils de chasse, ceux qui en avaient été obligés au début de l'occupation de les déclarer et de les porter à la mairie de chaque commune. Tout le monde ne l'a pas fait. Mais enfin, il y avait quand même quelques fusils de chasse. On ne devait pas avoir d'armes, quoi. Évidemment. Voilà. Et alors là, c'était très grave ce qu'ils faisaient. Ils tuaient des Allemands, mais c'était quand même très grave. Parce que selon où ils étaient tués, ces Allemands, devant l'immeuble, les Allemands prenaient tous les hommes qui étaient dans cet immeuble. Et il y en a quelques-uns qui ont été fusillés à cause de ça. Donc, un acte de résistance, mais qui a des graves très graves conséquences. Parce que pour un homme, il fusillait 30 bonhommes. Le matin, il y avait des grandes affiches autour de la mairie, avis à la population. Des civils, donc. Ah, c'était des civils, oui, ils cherchaient les civils. Ils disaient un soldat malheureux a été abattu lâchement par les terroristes. Hein. C'était les terroristes toujours. Et alors, en conséquence, 30 civils, enfin, 30 civils sont passés par les armes. Voilà. Il est tué de suite, là. Ouais. Oui, d'accord, là, il n'y avait pas de... Ah là, non, eux, ça allait très vite, là. Hein. Là, il ne prenait pas la peine de les déporter. Il y en avait un qui... Les représailles. C'était les représailles. Ouais. Et il y avait un Allemand qui avait été descendu dans un immeuble à côté de chez nous, je me rappelle. On était encore à Pantin, parce qu'après on habitait à Paris. À Pantin, et alors là, les gens ne se sont pas dégonflés, les habitants. C'était des fosses septiques encore, hein, dans certains immeubles. Ils l'ont foutu à poil, ils l'ont mis dans la fosse septique et ils ont brûlé ses vêtements. Comme ça, on ne sait plus où il était passé, officiellement. Autrement, ils y passaient, les bonhommes, hein, dans l'immeuble. Ouais. Déa, qui c'est qui avait été abattu comme ça? Non, pas Déa. Un chef de la milice qui a été descendu comme ça, dézingué par un jeune. Ça te fait rire parce que j'ai dit dézingué. Comment il s'appelait là? Bon, comme ça il était mort. C'était bien fait pour sa tronche celui-là aussi. Voilà. Et donc, oui, alors, tu me parlais tout à l'heure d'apprenti boulanger de... Ah, oui. Grand-père. Oui, mon père avait, oui, il était boulanger, mais il y a longtemps qu'il exerçait plus, il faisait autre chose. Il était
vendeur de fonds de boulangerie. Donc il avait un ouvrier et puis 2 ou 3 apprentis. Et parmi ces apprentis, il y en avait toujours un, peut-être le second aussi, mais ça je ne l'ai pas su, qui était en âge de partir pour le STO, pour le service du travail obligatoire. Et là, mon père s'était débrouillé grâce à un ami que nous avions, qui s'appelait M. Piantoni, qui était commissaire dans le 8e arrondissement à Paris, qui s'était planqué quelques cartes d'identité neutres. Donc, on lui avait établi une carte d'identité en lui réduisant son âge. Au lieu d'avoir 18 ans, il n'en avait plus que 15 ou 14. Voilà, ce qui avait... éviter le STO. Donc. Voilà, exactement. Donc ça se faisait pas mal, ça, les ah oui, falsifications, les papiers, comme ça. Oui, ça c'est un exemple chez nous, mais il y en a beaucoup oui, il y en a eu beaucoup des faux de papier grâce à ça. Grâce à ça. Pas à cause, grâce. Une question par rapport à l'engagement personnel encore. Tu sais, voilà, ce qu'on voulait savoir, c'est ce que tu peux en dire, en tout cas, c'est vers quel camp tirer la majorité de la population, c'est-à-dire plutôt dans des actes de résistance, apparemment pas, non. Collaboration. Quelques actes de résistance, mais enfin, quand tu. Mais c'est très c'était éparpillé, en fait, c'était éparpillé. Oui, comme là, quand ils ont tué cet Allemand que les autres ont fait partir dans la fosse septique, c'était plutôt pour sauver leur peau, ce qui se comprend aussi, hein, que pour faire de la résistance. Celui qui avait fait ça, qui avait abattu cet Allemand, il avait fait pour lui un acte de résistance, mais d'un autre côté, ça pouvait faire de gros grabuges quand même. Hein? Et donc ça tire autrement, alors, collaboration collaboration passive. Je ne sais pas comment définir exactement. C'est-à-dire c'était pour s'en sortir surtout. Oui, pour vivre. Oui. Oui. Pas forcément par volonté d'être avec l'ennemi, mais plutôt non, pour essayer de. Voilà, exactement. Oui, c'est ça. Oui, plutôt. Après, plus en allant vers la fin, en allant vers 1944, c'était déjà le contexte avait changé un petit peu. On voyait un petit peu que les Allemands ils se prenaient la dérouille en Russie. Donc les troupes allemandes qui étaient en Russie venaient soi-disant en repos pour aller en Normandie. C'était pour se faire taper sur la figure. Ils ne le savaient pas, les pauvres bourgs. C'est tout. Donc après, là, oui, les gens se sont déclarés plutôt bon. Mais il y a une période transitoire comme ça où il fallait survivre et puis on n'osait pas trop se livrer. On ne savait pas trop à qui on pouvait parler et parler de choses comme ça parce qu'il y en a qui ont dénoncé des voisins, leurs voisins. Oui. La délation, ça existait. C'était très actif, la délation. Ça, c'était épouvantable. Épouvantable. T'as connu ou pas? T'as connu ça? Non, mais j'en ai entendu parler. Ah oui, j'ai pas connu, mais j'en ai entendu parler, la délation. Entre voisins, ça c'est... Qu'est-ce qu'ils gagnaient dénoncer leurs voisins? Il suffisait de dire qu'il était ou communiste, ou homosexuel, ou comment? Ou le marché noir. Le marché noir, ou tout ce que, comment Pétain avait dit que c'était très bien la France avec les Allemands. Alors, oui, il suffisait de ça. Oui. Ou franc-maçon, alors. Mais oui, mon père était franc-maçon. Je sais de quoi je parle. Il était franc-maçon Oui. Et donc ils s'en cachaient plutôt. Ah ben, il fallait s'en cacher, oui, c'était pas le moment. Et oui. Et qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Les actes de la oui, pourquoi la délation? C'est-à-dire, il y avait des primes, des récompenses? Il y avait des récompenses.
Il y avait des récompenses. Hein, on Qui leur incitait donnait. les gens donc à Oui, faire de la délation. en plus. Oui, Ou voilà. même à créer, de dire si tu n'étais pas bien avec ton voisin, il pouvait te dénoncer parce qu'il n'était pas bien avec lui. Il pouvait dire que n'importe quoi sur toi, et puis on t'embarquait. Oui, on Ça, pouvait parler c'est- à personne, on pouvait faire confiance Ah à non, personne. En fait. c'était, à ce niveau-là, c'était limité hein, pour pouvoir se livrer et dire quelques bons amis, à part Piantoni, quand on connaissait ses idées. Mais autrement, C'était non. compliqué pour, Ah oui, il fallait faire très attention. Très attention à tout. dans un contexte difficile. Oui. Quand on vit dans des grandes villes comme ça, tu sais. Bon, d'accord. On va parler un peu des Juifs, un petit peu, Oui. donc tout ce qui concerne la persécution des Juifs, et les événements majeurs, les rafles, Les rafles, notamment la rafle du du Veldiv. Veldiv, entre autres, hein, oui. Est-ce que tu peux nous en dire? Ben, ça, je me souviens quand ça a eu lieu. Je m'en souviens d'autant mieux que quand ils les ont raflés, quand ils les ont embarqués à la gare de Pantin, tous ces malheureux. Et ils passaient exactement devant chez nous, devant notre porte. Et on a vu des convois énormes dans les autobus, c'était des autobus pleins. Alors il y avait des femmes avec des jeunes enfants, des bébés, ils les embarquaient à Pantin, c'est parti là-bas directement à Auschwitz ou à Dachau, je ne sais plus, enfin l'un ou l'autre. Et les hommes d'un côté, et les femmes avec des enfants et des adolescents. Tout ça est parti. Ah non, ça c'était atroce, épouvantable. Oui, et ils ont fait des rafles, mais ça, à part au Veldiv, ils ont fait des rafles souvent dans des immeubles, mais nous on n'était pas dans un quartier où il y avait quand même beaucoup de juifs. Il y en avait quelques-uns, mais enfin c'était pas la majorité. Mon père avait une petite secrétaire au bureau où il travaillait, qui était juive. Hein. Et elle, pour pouvoir travailler, il fallait qu'elle porte son étoile toujours. Il fallait que ce soit apparent. Donc là, on lui avait dit, écoutez, vous mettrez une blouse par-dessus, et puis comme ça. C'est comme ça, elle a pu travailler tranquillement, la pauvre fille. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un mouvement étudiant au moment des c'était peut-être à ce moment-là, au moment de Veldiv, je ne me rappelle plus si c'était avant ou après. 42, hein, le Veldiv. 42, le Veldiv, ben c'est à ce moment-là peut-être. On s'était mis... Juillet 42. Oui, c'était au mois de juillet 42. Donc on s'était tous mis, on s'était fait en papier une étoile jaune, et on avait mis juif aussi dessus. Dans tous les lycées, on l'avait fait. Et il y a quelques lycéens qui avaient été arrêtés, notamment au lycée Jacques de Courdemanche, qui était à côté de l'avenue Truden, c'était à côté de mon établissement. Donc vous aviez défilé, c'est ça? Avec Oui. Une étoile. On le mettait ça juive. en cours. Hein. Alors là, tu vois, les professeurs ne nous avaient rien dit. Ils n'avaient pas dit, il ne faut pas le faire, ou ceci, cela. On avait pris ça pour un encouragement, puisqu'ils n'avaient pas interdit. Voilà. Il y avait aussi une personne dont tu... Ah oui, tu dans parlais. ma classe. Mathilde Arditi, c'est ça? Elle était juive, oui. Et voilà, et puis on était bien amis toutes les deux, on était copines, quoi. Et puis un jour, elle m'a dit au revoir comme ça, mais sans plus. Il ne fallait pas qu'elle parle, hein. Après tout, elle ne savait pas qui j'étais. Et puis après, on l'avait plus vue, puis on a appris par la directrice qui nous avait dit qu'elle était réussie à partir en Turquie, par un réseau certainement, avec ses parents, hein, bien sûr, parce qu'on avait quel âge, 13 ou 14 ans à l'époque, quoi. Voilà. Pour fuir, donc évidemment... Ah ben, certainement Déportation. pour sauver leur peau, hein. Ils avaient eu une opportunité, voilà. Il y a eu beaucoup de ça, de juifs cachés, ou t'en as entendu Des parler, juifs t'en as cachés, il vu? devait y en avoir beaucoup, parce que de suite après la libération, on en avait plein la classe. C'est vrai, hein. Tous
toutes les juifs du quartier étaient revenus. Dans le 9e, il y en avait beaucoup dans le 9e en plus. C'était mon arrondissement de classe. Et les rafles étaient fréquentes ou Mais je ne sais pas. ça tu peux pas... Non, on n'était pas dans un quartier typique. Oui, voilà. Tu comprends? C'était sûrement on plus... Je me souviens de celle de 42 qui est la plus... Oui, la plus forte. Qui est la plus importante. Oui, parce qu'après, ça a été quand même... Enfin, je pense, parce que... Mais ils ratissaient quand même dans les quartiers, ça, on l'a su, mais je l'ai su après. Sur le moment, on ne le savait pas qu'il y avait des rafles, tu sais. C'était pas écrit dans le journal, hein, ni aux informations, au journal du cinéma qui donnait. Hein. Là, ils ne le faisaient pas voir, ça. Ils ont fait voir quand même la rafle du Veldiv, par contre, ça, je me rappelle. Ah oui. Ça, oui, c'était tellement énorme qu'il fallait quand même, ça ne pouvait pas passer comme ça. Mais c'était pour le bien du pays. Les Juifs, on n'a pas besoin. Bien sûr, c'est ce qu'on vous disait dans le journal. Oui. Propagande. Oui. Évidemment. Bien sûr. Mais on ne vous disait pas... Il y avait une propagande des grandes affiches, je me rappelle, dans le métro. C'était le Juif sus. Puis ils avaient fait une caricature avec un nez comme ça. C'était affreux. Vous saviez où ils partaient? Ah non. Vous savez pas? Si, ils embarquaient à la gare Pouponnet, tu sais, c'était la direction de l'Est. Hein. Moi, mais vous ne saviez pas qu'ils étaient dans des camps... Ah non, on l'a su. Ça, on l'a su qu'après. On les voyait partir, mais on ne savait pas où ils allaient. Vous ne savez pas où ils allaient? Non, on ne savait même pas qu'il y avait des camps de déportation encore à l'époque. Nous, on l'a appris vraiment à la fin. D'accord. On pensait qu'ils les déportaient, qu'ils allaient, je sais pas... Ailleurs? Oui. Bien sûr. Ah oui. Ah non, on ne savait surtout pas qu'ils allaient les tuer. Encore moins. Bon, et justement, parlons de la fin, donc un peu de la période de la libération. Ah oui, la libération. D'abord, la libération de Paris. Oui, bien sûr. Oui, 44. Bon, alors la libération de Paris, ça avait commencé déjà, il y avait un petit moment, on le sentait qu'ils arrivaient par la porte d'Orléans, là-bas en bas. C'était la course entre Leclerc et Delane de Tassigny. C'était Leclerc qui est arrivé en premier quand même. La voie de la liberté. Porte d'Orléans. Et mes parents avaient eu la bonne idée d'aller les voir du côté de... Je crois que c'était du côté de Notre-Dame de Paris, quelque chose comme ça. Par là, en plein boom. Ou alors... Non, ils avaient dû plutôt aller place de la République. Parce que c'était plus près de chez nous. Ah, on pouvait y aller à pied, ça nous demandait 1h30, 1h30. Ah oui, on y allait à pied. Place de la République, certainement c'était là. Je ne me souviens plus exactement, mais je pense que c'était ça. Parce qu'il n'y avait plus de métro. Hein. Là, à ce moment-là, il n'y avait plus d'autobus, plus de métro, plus de rien. Hein. La vie était complètement arrêtée. Peu de lumière. Pendant longtemps? Pendant 3-4 jours. Mettons pendant 8 jours. Ben oui, le temps que ça s'est pas fait. Tu sais, ça a été libéré le 24 août, mais il y avait un moment que ça commençait à batailler. Hein. Il y a eu quand même les flics qui ont pris position là. Ils se sont mis, c'est là où ils ont tiré avec les francs-tireurs, avec les partisans, avec la résistance, quoi. Mais jusque-là, et en fait, ils étaient un peu pris entre l'éclume et le marteau, parce que logiquement, ils n'ont pas le droit de prendre position, mais là, ils avaient pris position pour la libération. Principalement à la préfecture de police, justement. Ça a commencé par là. Mais ça a duré, oui, pas loin de 8 jours quand même, hein, il ne faut pas croire. Hein. Je me rappelle les chars. Les places de la République, alors? Ah ben voilà. Et il y a eu des rafales qui se sont produites. Et je me rappelle, ma mère a dit, j'étais à plat ventre. Ils n'osaient plus bouger, mais tu parles. Et bon, puis ils ont attendu que ça se calme, mais enfin, ils n'étaient pas fiers, quoi. Puis ils avaient réussi à les dégommer, sans doute. Ils sont partis, tirés des toits, puis les toits. Et aussi, quand ils sont partis, les Allemands... Les Allemands, encore tout ça? Les Allemands, ah oui, oui, oui. Les Allemands, moi je me rappelle de ça par contre, parce que je l'ai vu. Alors ça, je l'ai vu, de mes yeux. Ils prenaient un immeuble,
C'est leur tactique. Ils avaient des camions ou des chars, ou enfin c'était la débâcle. Il y en avait quelques-uns en vélo, et pas tous. Les autres, ils étaient à pied pour partir. Hein. Ils prenaient des hommes dans un immeuble, toujours des hommes, une trentaine d'hommes comme ça, ils entouraient les camions, et pour pas qu'on leur tire dessus. Tu sais, ils entouraient des otages, quoi. Et alors ils faisaient 10 km ou 15 km avec eux, ils les déposaient, ils reprenaient d'autres, ils les tuaient pas quand même, là ils n'avaient plus assez de cartouches pour faire ça. Ils refaisaient ça de loin en loin, comme ça, pour pouvoir avancer. Pour pouvoir partir sans se faire pour tirer pouvoir dessus. sans se faire tirer dessus. Oui, ça oui. Ça, par contre, ça je me rappelle parce que je l'ai vu. J'ai pas vu mes parents à plat ventre, mais ça je l'ai vu. D'accord. Et l'arrivée des Alliés, tu as vu aussi, les Américains. Les Américains, mais ça c'est autre chose après. Oui, les Américains, mais en fait c'était surtout les soldats français les Américains, mais ça c'était plutôt les Américains, moi je les ai vus plutôt à la Libération. Après, il doit encore en parler. Hein. En 45. D'abord les Français, donc. Les Français d'abord, oui. Oh ben là c'était du délire, il n'y a pas de problème, franchement, oui, c'est des émotions, c'est terrible, ça te prend partout. J'étais gamine, mais je me rappelle très bien, j'avais quand même 14 ans là maintenant. Hein. Et puis j'ai vécu toute cette période quand même, malgré tout. Au départ, j'étais gamine, je ne comprenais pas trop, mais après, on comprend mieux. Hein. La Oui. libération de Paris en 1944, c'était Ah pas oui. les Américains. Hein. Non, c'était les soldats. Il y a eu les Américains qui sont arrivés après. Voilà, c'est ça. Oui, c'était. Il tenait C'est Leclerc. Leclerc, ouais. Leclerc, il tenait. Il fallait que ce soit libéré comme il voulait que Strasbourg le soit aussi, pareil. Par les Français, pas par les Américains. C'est donc arrivé plus tard, en 1945. Et là, ça a été. Non, ils sont arrivés quelques jours après les Américains. Ils sont aussitôt. Ah oui, d'accord. Ah oui, aussitôt, mais il fallait que ce soit les Français qui rentrent en premier. Pour l'honneur. Voilà. Voilà. Et ils ont tenu là-dessus, il a bien fait. Ils ont bien fait Leclerc de tenir là-dessus. Il était ferme. Oui, oui. Et donc, oui, donc tu disais, c'était le délire de comme 1945, il y avait. Qu'est-ce qu'il y avait Ah, de quoi tu te c'était pas souviens pareil. Je me rappelle, pourtant, c'était proche, c'était presque à un an près. Pas tout à fait, mais enfin. Non, là, c'était autre chose. C'était 4 ans de barouf, tu sais, pendant 4 ans que tu es en sud, là, et que tu es en bave, et puis tout d'un coup que tu vois des pauvres gars comme ça, là, qui... C'était très prenant. C'était prenant. Mais différent de. Ah, c'était autre. L'ambiance n'était pas la même. En 45, tu veux Oui, dire, oui. c'était différent. C'était plus festif en 1944. Oui, non, Ou moins en 45. en 1945. Plus festif en 1945. Oui. Plus d'émotion. Oui, plus d'émotion, plus de... Toute cette souffrance qu'il y a eu, tu comprends, qui s'est terminée, en fait, plus ou moins, quoi. Oui. Oui. D'accord. Et après la libération. Alors, la libération, on était en classe, donc, le 8 mai. On savait que ça allait se terminer. Mais ça devait être signé à midi. Et à midi, quand les sirènes et le bourdon de Notre-Dame a sonné, et on entendait, dis donc, jusqu'à Montmartre, on entendait, Montmartre a sonné, mais le bourdon de Paris, de Notre-Dame de Paris, ça a une résonance, ça fait... Alors là, c'était fini, là, hein, c'était fini. Alors là, tout le monde est rentré chez soi, puis on est parti sur les Champs-Élysées avec mes parents, à pied. On est rentré à pied, il n'y avait toujours pas de métro. Et puis, et ben voilà, et puis tout le monde, ils avaient tous, les soldats américains, ils avaient tous leurs fioles derrière, dans la poche arrière de cognac, et ils étaient ronds comme des queues de pelle, c'est le cas de dire. Mais enfin bon, il y avait de l'ambiance, quoi. C'était presque fini. Pas tout à fait, mais presque. Voilà. Est-ce que ça a été? C'était très bien, on a fait. Bon, je me suis pas trop bien exprimée par moment. Si tu veux reprendre des trucs, tu reprends. Hein.
Non, mais je sais pas, il y a des moments où j'ai bégayé un peu, Non. non? Non, mais c'était très verra. bien. Si t'as Je d'autres pense que souvenirs, on peut les rajouter aussi. On verra, mais il faudrait que... Tu sais, c'est oui, c'est je après pense. qu'il faut que je me rappelle de tout ça. Tu vois, je me rappelais plus Mais c'est bon. du frisou qu'ils avaient mis dans la fosse. J'étais partie chercher Boulevard Saint-Michel, chercher mes livres, que j'achetais mes livres d'occasion, chez Gibert, là-bas. La librairie Gibert, t'as pas entendu parler? C'est une grande librairie. Tu connais Thierry, hein? Boulevard Saint-Michel. Et puis quand je suis revenue, ma mère, la pauvre femme, elle était décomposée tellement elle avait eu peur. Toute la boutique fracassée. Il y avait un V1 qui était tombé à côté. Il visait on avait les grands moulins de Paris, de Pantin, la farine. Juste ici, sur le bord du canal de l'Ourcq. On habitait là à côté. La boutique était fracassée parce que un V1 était tombé là. Heureusement que ce n'était pas tombé sur des immeubles. C'était tombé à côté de la minoterie, quoi. Enfin, les grands moulins de Pantin. Il y avait eu quand même 3 morts. On ne les a jamais retrouvés, les pauvres. Ils étaient... Un V1, ça avait fait un cratère épouvantable. Énorme, énorme, énorme. On était à quelle période? Donc c'était pas. Alors là, c'était un V1 qu'ils envoyaient depuis Metz. C'est le principe quand ils bombardaient Londres avec les V1. La même chose, et ça fait du dégât pareil. Hein. Ils les envoyaient depuis Calais ou je ne sais où, sur Londres. Hein. Ouais. Et là, c'était depuis Metz. Et alors ça, oui, ils essayaient de faire du dégât toujours. Hein. Mais là, on était libérés, donc, oui, à ce moment-là. Libérés. C'était en septembre. Les Allemands continuaient J'étais partie chercher mes livres. Alors les Allemands continuaient les attaques à ce moment-là. C'est en Alsace encore, hein. Oui, et oui. Puisque papy est en Alsace. Et oui. Et oui, jusqu'en 1945. C'était pas encore la famille Et totale. tant que Metz n'a pas été pris, il y avait la rampe de lancement des V1 était sur Metz. Après, il y en avait une plus loin, mais après, ça s'était tombé plus loin aussi. Pas sur Paris, quoi. Mais il y a eu pas mal de V1. Et celui-là, ça avait fait du bruit. Et puis, la boutique était fracassée, tout était par terre. Elle avait tiré les rideaux comme elle avait pu, la pauvre. Mon père était à son bureau à Paris, il ne le savait pas. Et moi, j'étais partie chercher mes livres. Elle était toute... Tu parles un truc. On avait eu plein de bombardements, on n'avait rien eu. Et là, celui-là, dans les derniers, qu'on était libérés, le V1 qui lui fracasse la boutique. Ah, flûte alors. Enfin, voilà. Quand Metz a été libéré, ça a été fini. L'histoire du V1 est terminée. Alors, quelque chose que j'avais oublié de signaler, c'est que Pépé Roger, un petit peu avant la fin de l'occupation, ça devait être en juin 1944, je pense. En juin 1944, ah non, le débarquement était encore fait. Oui, le débarquement était fait, alors c'était un peu plus tard, entre juin et juillet 1944, avait été appelé en tant que boulanger pour aller remplacer les boulangers qu'il n'y avait plus en Allemagne. Il était affecté à Charlottenburg, c'était la banlieue proche de Berlin. Et là, au lieu de prendre son train à la gare de l'Est, il l'a pris à la gare d'Austerlitz et il est parti en Gironde. Il est venu ici en Gironde pendant à peu près un mois et demi. Oui, il est arrivé pour la libération. Il est rentré pour la libération. C'est vrai, tout va se bien maintenant. Et puis voilà, donc il n'est pas parti en Allemagne, c'est ce qu'il ne voulait pas faire. Voilà. Les Allemands sont quand même venus. Ah, les Allemands sont venus à la maison. Et ma mère, tout simplement, elle avait dit, mais mon mari a pris son train à la gare de l'Est, parce que je l'ai accompagné. Et voilà, à la libération, une brave femme, elle était alsacienne. Et tant qu'alsacienne, elle parlait l'allemand. Elle parlait l'alsacien, mais enfin l'allemand. Et il se trouvait que, comme elle parlait l'allemand, elle était concierge à la commande à Tours, mais elle était française.
Et à la Libération, c'est de la pauvre malheureuse. On lui a... des connards. Bon, on ne peut pas appeler ça autrement, elle avait au moins 50 ans, la pauvre. Ils lui ont coupé les cheveux là, parce qu'elle était concierge à la Kommandantur et qu'elle parlait l'allemand. Elle n'avait pas du tout collaboré, ça n'avait rien à voir, rien à voir. Oui, je l'ai vu ça, ça je l'ai vu. Et ça c'est atroce, parce qu'elle avait une cinquantaine d'années, la pauvre femme, tu te rends compte? En plus, il les mettait toutes nues bien souvent, tu te rends compte? Et puis leur taillait les cheveux comme ça. Une humiliation épouvantable. Et non, surtout que c'est terrible.